Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour cette première séance de l'année 2022 du séminaire du département de philosophie de l'Université de Rouen. C'est la 4e séance depuis le début de l'année universitaire. C'est une réelle joie pour moi et pour Aurélien de poursuivre mois après mois cette aventure. Je me permets d'emblée de vous signaler que nous avons reçu l'affiche du programme de l'ensemble de ce second semestre, programme très riche et très passionnant. Je vais vous la joindre dans le chat dès que je serai de retour à ma place. Et je placarderai aussi cette affiche sur le campus cet après-midi. Pour cette séance, comme pour les suivantes, nous allons maintenir le format hybride que nous avons mis en place pour le premier semestre. Donc aujourd'hui, notre intervenant, Quentin Gaillac, sera ici présent à Rouen, tandis que Patrick Lang, son discutant, sera à distance, tout comme donc Aurélien Dedon, co-organisateur. Je remercie encore les services audiovisuels et informatiques de l'UFR qui ont rendu possible cette solution hybride qui est donc très commode par les temps qui courent. Rappelons peut-être en quelques mots le format et les objectifs de notre séminaire. Son but est de permettre à de jeunes chercheurs et chercheuses de présenter leurs travaux en cours dans un cadre convivial et bienveillant, et dans le même temps de familiariser les étudiantes et les étudiants du département avec la recherche actuelle en philosophie, telle qu'elle se fait, tant dans son fond que dans sa forme. Les séances du séminaire se tiennent habituellement de 18h à 19h30 une fois par mois. Aujourd'hui, on a un horaire un petit peu inhabituel. On aura une autre séance à un horaire inhabituel au cours du semestre, mais le reste du temps, ce sera 18h sur 19h30. Ces séances sont enregistrées, sauf si Quentin, tu ne le souhaites pas, bien entendu. Mais si certains ou certaines d'entre vous en ligne ne veulent pas être enregistrés, qu'ils ou elles se manifestent. Ces séances enregistrées sont relayées sur le site de l'ERIAC. Après ces quelques précisions introductives, je passe sans plus tarder à la présentation de nos intervenants du jour. Nous accueillons aujourd'hui avec un très grand plaisir Quentin Gaillac, que je remercie encore pour avoir accepté notre invitation. Quentin est spécialiste à la fois de phénoménologie, mais également de musicologie. Il est actuellement doctorant contractuel et chargé d'enseignement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rattaché au Centre d'histoire de philosophie moderne de la Sorbonne. Sa thèse, préparée sous la direction d'André Charac, s'intitule « Phénoménologie de la perception musicale ». Et Quentin a récemment publié un article dans les archives de philosophie qui a pour titre « Reproduire l'origine sur 2 lectures classiques du De Musica de Plutarque ». L'exposé que Quentin va nous présenter aujourd'hui s'intitule « Sur la sonorité du monde », titre très poétique. Son discutant pour cette présentation sera Patrick Lang, que nous remercions infiniment également d'avoir accepté de jouer ce rôle de répondant. Patrick Lang est actuellement maître de conférence en philosophie et musique à l'Université de Nantes, membre du Centre atlantique de philosophie. Patrick Lang est un chercheur, disons, pluridisciplinaire, puisqu'il est à la fois agrégé et docteur en philosophie, agrégé d'allemand, mais a également suivi des études de direction d'orchestre et de chœur. Son activité tant philosophique que musicale est extrêmement riche. Il est à la fois le fondateur et chef permanent de l'ensemble vocal du département de philosophie de l'Université de Rouen, ainsi que l'auteur de très nombreux articles et chapitres d'ouvrages scientifiques. On peut citer notamment parmi ses œuvres en lien direct avec le thème d'aujourd'hui, Introduction à la phénoménologie du vécu musical, publié en 2 temps dans les annales de phénoménologie entre 2008 et 2014, ou plus récemment, Réalité et réalisme dans la pensée de Max Scheler. Patrick Lang a également traduit de nombreux textes depuis ou vers l'allemand, en particulier les leçons sur l'éthique et la théorie de la valeur de Husserl. Pour toutes ces raisons, nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui comme discutant de Quentin. Merci encore, Patrick Lang. Juste avant de céder la parole à Quentin, je souhaiterais remercier Aurélien Dedon qui co-organise ce séminaire et qui réalise un travail absolument impeccable pour que les séances puissent se tenir dans les meilleures conditions. Et je vous communique également la date de la prochaine séance. Celle-ci aura lieu le mercredi 2 février à l'horaire habituel. Et ce sera Lou Ascarat, que nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui parmi nous, qui est également doctorante à Paris 1, qui nous fera le plaisir d'intervenir sur le thème « Possibilité et générativité, Husserl à la rencontre d'Aristote ». Sans plus tarder, je cède la parole à Quentin. Quentin, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis. Je permets de remercier évidemment les organisateurs de ce séminaire pour leur accueil et leur invitation. Je suis très flatté. Je remercie Aurélien, qui me voit, je pense, depuis
depuis le distanciel. Je remercie également tout particulièrement et très chaleureusement M. Patrick Lang, qui a bien voulu participer à cette séance, dont évidemment la présence me réjouit évidemment beaucoup de la présence. Je remercie enfin toutes les personnes qui, en distanciel ou en présentiel, font l'amitié de suivre cette rencontre. Dans un ensemble de notes constituant le support d'une conférence donnée au Collège de philosophie de Jean Val en 1948, intitulée Paroles et silence, Lévinas écrit la chose suivante. Le son n'est pas une qualité de chose comme la couleur ou comme la forme, comme l'odeur, la saveur ou le contact. Il est comme une qualité superflue, comme une qualité de luxe. L'expression que j'ai donnée comme titre en exposé, l'expression de sonorité du monde, a assurément quelque chose de déroutant, en tout cas d'inhabituel. Le primat de la vision dont serait coupable la philosophie en général, et plus particulièrement la phénoménologie à sa suite, nous conduirait non seulement à secondariser dans notre effort de description tout ce qui relève, en son sens le plus général, de la perception auditive, mais nous pousserait aussi à refuser au son toute nécessité perceptive. C'est d'abord le monde que nous voyons, et la sonorité immanquable dont il fait pourtant preuve ne serait que la part contingente de sa phénoménalité, la dimension réductible et finalement insignifiante de notre expérience de lui, dans la mesure où le son que répandent les objets ne leur appartiendrait pas à titre essentiel, au contraire des autres qualités secondes, qui, moins secondes que le son, contribueraient à faire du son lui-même, mais non sans paradoxe, une qualité seconde, pour ainsi dire secondaire. La sonorité du monde, expression qui peut désigner à la fois le monde en tant qu'il se laisse entendre, le monde comme monde sonore, mais également comme qualité sonore, presque comme timbre de ce monde qui se laisse entendre. Comme si le monde était un instrument à la sonorité particulière, comme on dit d'un violon, comme on parle de la sonorité d'un violon. La sonorité du monde, donc, ajouterait au caractère superflu du son des choses l'inessentialité constitutive d'une expérience. Loin de donner ici dans le pathos un prétendu oubli de la sonorité du monde, en lui conférant par réaction une primauté jusqu'alors inédite, nous voudrions au contraire déterminer quel sens la sonorité du monde ainsi définie peut avoir dans la résolution nécessairement partielle du problème de la transcendance du monde. Si le monde que l'on voit est toujours marqué d'une irréductible extériorité, le monde que l'on entend, sans être pourtant intérieur, tend toutefois à s'unir à nous. Notre exposé s'attachera ainsi à tirer les conséquences phénoménologiques de ce constat en poursuivant successivement trois voies qui toutes sont, pour moi, exploratoires et devront contribuer à informer le problème de la transcendance. Par la voie de l'harmonie du monde, qui a pu contribuer dans l'histoire à réduire absolument la question de la transcendance au moyen d'un isomorphisme régissant la relation des parties au tout, nous désignerons les conditions de notre intégration sans reste à ce qui, en l'absence de ce modèle métaphorique, demeurerait fondamentalement à distance. Si le modèle de l'harmonie ne fait que marginalement droit à la sonorité du monde, à proprement parler, il répond pourtant au même problème en résolvant la question de notre accès à lui. En abolissant la distance qui nous sépare du monde sans recourir toutefois au symbolisme inhérent aux philosophies de l'harmonie, le concept de retentissement nous fournira la deuxième voie par laquelle approcher la sonorité du monde comme tel. Parce qu'ils retentissent, les phénomènes sonores du monde ne sont pas seulement perçus, ils sont aussi solidaires d'une expérience d'union sensible entre le dehors et nous, que seule une troisième voie, celle du corps propre comme force de sonorisation, pourra permettre de rejoindre dans une troisième partie. Tout d'abord, la voie de l'harmonie du monde. La réduction absolue de la transcendance du monde a en effet dans l'histoire un nom assez précis, qui s'est décliné bien sûr et qui s'est chargé de résoudre provisoirement divers problèmes, c'est celui de l'harmonie du monde, ce qu'on appelle l'harmonie. L'effort conceptuel que recouvre cette expression a pu consister à cet égard, dans la tentative à la portée maximale, lorsqu'elle touchait tous les domaines, de faire entrer la structure même du monde dans l'individu, en vertu d'un isomorphisme dont le plus grand mérite était de contribuer à recouvrir la distance qui nous sépare de l'univers. La caducité même de ce modèle, dont atteste l'étude de sémantique historique menée par Leo Spitzer autour du concept allemand de Stimmung, a aussi pour elle de nous révéler négativement le vertige qu'a pu représenter dans l'histoire même son abandon, l'abandon de ce modèle harmonique. L'âme trouve dans le monde la possibilité même de son unification, en ce que la plénitude classique du monde, je cite Leo Spitzer, la plénitude classique du monde devait être présente dans l'âme humaine avant que l'on puisse procéder à son unification.
Ce n'est pas seulement que l'âme se trouve dans le monde, qu'elle y répond d'une certaine façon et que ses modifications propres possèdent leur raison dernière dans les structures qui l'excèdent, c'est plutôt que le monde est tout entier en elle et qu'il n'est pas d'autre façon de s'y rapporter et de la comprendre que de partir de lui. L'harmonie est à cet égard une fonction saisissante d'intelligibilité qui assure une continuité réelle, produite sur le fond d'une identité de structure entre l'âme et nous. L'arrière-plan augustinien de l'étude de Léo Spitzer donnait ainsi à la musique une puissance de révélation double, puisque la musique, je cite encore Spitzer ici, avec sa durée réelle, devient le domaine de recherche pour la sensibilité intérieure, par laquelle, et par laquelle seulement, finit Spitzer, on peut avoir l'intuition de Dieu et de l'harmonie du monde. La musique nous fait entrer à l'intérieur de l'âme, pour autant qu'en cet intérieur se trouve aussi le monde. Le concept de numerus, le concept latin de numerus, à la fois nombre, rythme et harmonie, se chargeait chez Augustin, dans le De Musica notamment, de penser le détail de ces rapports. Tout est dans la musique réductible à un rapport numérique dont le monde est fait, et qui pour cette raison nous y donne accès. C'est dans la relation qu'entretiennent entre elles les différentes espèces de nombres que la présence du monde en nous devra pleinement s'attester. Les 4 premières espèces de nombres que distingue le 6e livre du De Musica appartiennent tous au domaine de la sensibilité. Le De Musica est un dialogue philosophique. Les nombres sensibles, Augustin dit sensuales, sont à la fois ceux qui, inhérents au son lui-même, sonantes, produisent ce que l'on entend et qui sont sentis, au cursores, lesquels, gravés en mémoire, recordabiles, deviennent reproductibles à volonté par la voix ou par tout autre moyen d'expression rythmique, progressores. Mais ces 4 espèces de nombres vivent aussi dans la dépendance nécessaire des nombres plus honorables du jugement, judiciaire, au sujet desquels le dialogue d'Augustin adopte un ton soudainement plus embarrassant. C'est qu'ils ne sont pas comme les autres, non sicut calceros. Car s'ils permettent de se rapporter aux 4 premières espèces de nombres, ils existent au-delà des bornes temporelles qui limitent ces nombres. Ils demeurent quand plus aucun son ne résonne, l'oubli ne les guette pas, et se produisent sans qu'une action volontaire ne les soutienne. Ils ne sont donc pas sensibles, et sont même provisoirement soupçonnés d'immortalité. Comment pourrions-nous autrement juger, dit Augustin, des rythmes qui se déploient selon la même règle des yang, mais sont prononcés plus lentement? Il faut bien qu'il existe un nombre d'un autre genre que les nombres sensibles, pour que nous puissions reconnaître la règle d'un pied lorsqu'une prononciation maladroite se détache de toutes les habitudes qui le constituent pour la sensibilité. Sans doute doivent-ils aussi demeurer en l'âme, en tout cas dans la nature même de l'homme. Mais ils ne peuvent y demeurer qu'à la condition que ces nombres demeurent aussi dans l'univers, qu'il y ait un rapport de proportion entre eux qui témoigne, en chaque vivant, de l'existence d'un sentiment des lieux et des temps, poursuit Augustin, selon son genre propre, conformément à l'harmonie universelle. La découverte des nombres du jugement reliait ainsi en l'âme elle-même le plaisir pris au nombre sensible, à la structure proportionnée de l'univers. La liaison ne pouvait toutefois être opérée sans avoir préalablement compliqué le domaine des nombres du jugement. Si ces nombres sont responsables du plaisir que l'on prend au nombre sensible, ils ne suffisent pas seuls à en rendre totalement compte. En ce qu'à ce plaisir est liée une certaine décision, une sententia, dit Augustin, que soutiennent les nombres plus cachés. Je cite, « Par je ne sais quel autre nombre, nous les apprécions, et d'après ces harmonies plus cachées, nous portons sur ce plaisir qui est comme la décision des nombres de jugement spontanés, une décision plus ferme. » L'unité de l'âme et de ses affections propres ne devait pas empêcher de distinguer ainsi les nombres de jugement en 2 genres distincts, auxquels correspondaient 2 fonctions distinctes. Si les 2 genres partagent une même opération judicative, le premier juge directement les nombres sensibles par le plaisir ou le déplaisir qu'ils provoquent, quand le second apprécie la rectitude et la non-rectitude de ce plaisir lui-même par le raisonnement, raciocinando. Quoique non sensibles en leur nature, les nombres du jugement restent liés aux conditions de perception des sens, et c'est la raison pour laquelle leur immortalité prêtait encore à confusion, tant que d'autres nombres, les nombres de la raison, numeri rationis, n'ont pas été distingués par le dialogue. Ces nombres jouissent dès lors d'un rang infiniment supérieur par la situation qu'ils occupent, en quelque sorte intermédiaire, entre la réceptivité sensible de l'âme, structurée par des nombres aisément descriptibles, et la valeur rationnelle de cette âme même, qu'habitent certaines harmonies plus que. Les nombres du jugement jugent des harmonies sensibles, mais ils les jugent au moyen du seul plaisir, qui joue bien son rôle de critère, quoique sans fournir la raison du critère lui-même. Le jugement demeurait donc sensible et avait quelque chose d'instinctif et de spontané.
Le plaisir procuré par la récitation d'un vers attestait ainsi, dans l'évidence du plaisir lui-même, de la conformité du nombre entendu avec les nombres plus cachés, dont le plaisir ne rend toutefois pas raison. Les nombres rationnels venaient en ce sens juger ce qui juge, juger les nombres du jugement instinctif, en surplombant non seulement le plaisir sur lesquels ce dernier repose, mais en se rapportant surtout à des nombres qui, pour assumer leur fonction bien connue de principe directeur caché de la raison, rendaient finalement possible la positivité d'un lien de l'âme à l'univers divin, ce qui permet précisément le concept d'harmonie. La plurivocité du numerus culminait ainsi en Dieu, puisque c'est en lui qu'il désigne la plénitude de l'unité contenant virtuellement et les lois mathématiques, et la beauté des rythmes, et toutes les harmonies du concept du monde, les harmonies du monde et de l'homme. Nous dit François-Joseph Tonard, qui a été un augustinien et vraiment traducteur d'Augustin. Les nombres plus cachés de la raison permettaient ainsi de rendre compte en l'âme de l'unité propre à l'univers qui s'y déposait. C'est pourquoi l'harmonie augustinienne traduisait depuis l'harmonial des Grecs un ensemble de termes au préfixe commun, comme, elle est donnée notamment consonantien, dont la signification est celle de la convergence du multiple subordonné à une certaine forme. L'unité de chaque partie de l'univers était raison de l'unité du tout, et la musique assurait en quelque sorte une médiation d'abord sensible, qui devait valoir plus profondément à l'âme une unité intérieure régie temporellement par les nombres. La postérité philosophique considérable de cette unité universelle, dont Augustin n'est déjà lui-même qu'un tardif héritier, pouvait encore assumer une conception vibratoire de l'univers, ayant d'une seule et même sensibilité les parties les plus infimes au tout qui les englobe. Marcille Ficin, lecteur d'Averroès, voyait en effet les étoiles influencer l'ensemble des êtres à la manière dont quelques cordes pincées du noir suffisent à faire vibrer toutes les autres. S'il est vrai que la vibration ne doit pas renvoyer ici à la résonance quelconque, d'ailleurs potentiellement dissonante, mais plutôt à l'accord harmonieux, intimement contenu dans la consonance fondamentale de l'homme et de l'univers. L'univers en vibration comprenait ainsi, pour ainsi dire, toute transcendance dans l'élément même de son unité, puisque l'unité dont elle est la marque l'installait aussi du même coup à l'intérieur d'elle. Mais cette présence du monde en soi avait quelque chose de musical dans la force proprement envahissante de la musique. L'harmonie du monde est comme musique ce qui a le pouvoir d'envahir, au point de le constituer de part en part, tout ce qui s'y trouve. L'âme n'était en cela qu'un exemple parmi d'autres de ces parties infimes sur lesquelles le tout imposait son influence, et la vibration désignait bien dans ce sens une force de contrainte absolument irrésistible, qui avait quelque chose de la contrainte sensible, à laquelle on ne peut d'autant moins se soustraire qu'elle n'est précisément rien d'étranger à soi. La force de contrainte dont témoigne toute harmonie participait si bien de son concept qu'elle apparaissait inévitable pour Platon déjà, à une définition conséquente et bien connue de la tempérance. Si de toutes les vertus, la tempérance est celle qui réalise au plus haut point un certain accord et une harmonie, Platon utilise le terme d'harmonia dans la République 4, c'est que l'ordre qu'elle est, cosmos, consiste dans la maîtrise de certains plaisirs et désirs, ekkrateia, la maîtrise des plaisirs et des désirs. L'harmonie des parties n'allait donc jamais sans l'effort d'une certaine maîtrise, qui, exemplairement accomplie par la raison, pouvait se porter jusqu'à l'exercice d'un commandement, archonta. Ce n'est toutefois pas de l'extérieur que les parties s'harmonisent entre elles, dans la vertu de la tempérance, comme si la force de commandement qu'exerce la raison sur les passions de l'âme résidait en dehors de l'âme elle-même. La tempérance est une manière d'harmonie pour cette raison, qu'il n'est pas d'autre moyen pour l'âme de se modérer qu'en harmonisant en elle-même les principes qui la composent. La force de la raison n'est pas une force extérieure à l'âme, et elle ne peut s'exercer sur les fonctions inférieures qu'à la condition d'être une fonction de cette âme elle-même. C'est la raison pour laquelle Socrate refusera d'accorder tout crédit dans le Phédon à la théorie de l'âme harmonie, s'il est vrai que l'âme ne peut préexister à ce dont elle devrait être l'harmonie, et qu'il n'y a pas de sens, par conséquent, à vouloir séparer la force qui harmonise des éléments à harmoniser. La préexistence de l'âme qu'assumait la théorie de la réminiscence ne pouvait accueillir sans contradiction l'idée d'une âme dont la nature devrait être toute à ce qui la compose. C'est qu'il y a donc une immanence absolue de l'harmonie à elle-même, excluant par principe toute forme d'extériorité dans la force qui la constitue pourtant. L'univers harmonique est donc à la fois une grande consonance, liant d'une même connexion ontologique toutes les parties d'un tout, et une force qui n'en était pas distincte, mais qui lui appartenait plutôt, qui le constitue. La puissance propre au concept d'harmonie, comme force immanente et comme principe de totalisation universelle, ne pouvait donc servir à intérioriser la transcendance, à réduire toute distance du moi au monde, qu'à la condition de voir dans la musique bien plus qu'une utile fonction métaphorique.
Sans doute, les vieux usages du concept dont Léo Spitzer approfondissait toute la cohérence historique ne sauraient tout à fait s'en affranchir, mais pour autant que l'étude qui les visait devait naturellement en présupposer la désuétude. Il fallait présupposer la désuétude de ce concept d'harmonie et de ces concepts liés. Il ne reste pas moins que le concept d'harmonie, du temps de sa pleine positivité philosophique, n'avait rien d'une simple image, et que la raison même de notre affectivité se trouvait effectivement située dans la communauté de structures qui liait le moi au monde. Dans l'immanence de l'harmonie, n'agissait pas seulement un certain système de l'affectivité, déterminant l'âme à un ordre plus vaste dont elle est faite, mais s'épanouissait aussi l'idée d'une âme pleinement mondaine, d'une âme dont la nature contribuait à secondariser la question d'un accès au monde, puisque ce monde, au lieu de lui être opposé comme une force tout autre, était le tout dont elle constituait une partie non séparable. L'âme était au monde de la même manière qu'elle était, pour ainsi dire, à elle-même, et l'harmonie désignait précisément cette co-appartenance du tout et des parties, assurant à l'âme l'accès à un monde qui ne lui était pas étranger, un monde auquel elle n'avait en fait même pas à accéder, puisqu'il lui était inhérent, et que cette inhérence intégrait, en les expliquant par le grand ordre, toutes les fonctions possibles. Il est vrai que cette structure commune reposait en dernière instance sur des proportions mathématiques qu'une généralisation universelle rendait suspicieuse et finalement intenable, philosophiquement intenable. Mais cela ne doit pas signifier pourtant que la communauté de structures soit fausse, ou qu'en tout cas, elle ne désigne pas un problème auquel nous avons toujours affaire dans la question, précisément, de la transcendance du monde. Et qu'elle n'ait pas, finalement, un intérêt dans l'explication de certains phénomènes psychiques, parmi les plus fondamentaux, et dont la musique devra une nouvelle fois fournir plus qu'une image. Alors, je vais m'intéresser maintenant à un texte de psychiatre et de philosophe, un peu méconnu, on excuse si c'est des textes qui sont pour l'instant un peu méconnus, de Minkowski, d'Eugène Minkowski, qui a publié un texte qui a été très récemment, cette année même, réimprimé, qui s'appelle Vers une cosmologie, que je vous invite à lire. Et je vais donc m'appuyer sur ce texte à partir de maintenant. En effet, effectivement, pas étonnant de voir à cet égard quel sens non métaphorique la psychopathologie cosmologique de Minkowski devait conférer au monde des sons et jusqu'à l'harmonie elle-même pour le dégagement des propriétés fondamentales de l'être. Loin de nous enfermer en nous-mêmes et de creuser toujours davantage, comme le veut trop volontiers la psychologie, la distance qui nous sépare du monde, les phénomènes psychiques sont bien plutôt dirigés vers lui. Ces phénomènes psychiques sont dirigés vers le monde. En cela, et cela en un double sens, puisqu'en s'adressant à l'ambiance autour de moi, il se porte aussi au-delà, en nous révélant la contexture générale du cosmos, écrit Minkowski. Pour être parcouru par cette distance est précisément enveloppée dans une solidarité de structure qui détermine en un sens les phénomènes psychiques à rejoindre ce qui ne répond plus véritablement au nom de transcendance. Là encore, la transcendance ne peut être réduite qu'à la condition de l'intégrer au moi et de la payer aux frais d'une harmonie non métaphorique. C'est ce qu'on va voir maintenant. À l'orientation de l'attention ou de la perception, de la sympathie ou de l'élan personnel vers l'ambiance qui m'entoure, correspond en effet une orientation plus générale qui est produite sur le fond individuel d'une compassion particulière, par exemple pour la joie d'autrui, mais qui me projette en même temps bien plus loin que vers autrui. Dans l'élément, nous dit Minkowski, de plénitude, de contact vital avec le devenir tout entier, ou comme nous le disions dans un précédent livre, de synchronisme vécu, qui remplit maintenant de son harmonie profonde l'univers. Les deux directions ne se distinguent qu'en leur inégal degré de généralité, puisqu'elles se rejoignent l'une l'autre dans la destination même des phénomènes psychiques qu'elles supposent. C'est sans doute parce que ces phénomènes sont utilement dirigés vers le monde qu'ils peuvent jouir d'une solidarité structurale avec lui, mais c'est aussi parce qu'existe entre le moi et l'univers une telle solidarité que ces phénomènes peuvent s'y rattacher. L'harmonie profonde liant entre elles jusqu'au point de la communion les réalités que la psychologie partage ne devrait donc plus valoir comme métaphore, pour cette raison remarquable, que le phénomène le plus caractéristique de l'audition, et Minkowski dit que ce phénomène le plus caractéristique de l'audition, c'est le retentissement, était d'abord une propriété fondamentale de la vie, au point de ne voir dans la sonorité elle-même qu'une forme particulière du retentissement.
Effectivement, le retentissement que l'on croit proprement accompli dans le monde des sons, lorsqu'on dit qu'un son retentit, n'est déjà en lui que la dérivation d'une propriété ludique pour Minkowski. Les images sonores qui nous viennent immédiatement à l'appel du nom même de retentissement ne sont qu'emprunts et illustrations. C'est dire qu'elles ne sont que des images lorsqu'elles demeurent dans le milieu auquel le sens commun les attache. La source sonore qui remplit dans l'espace tout autour de soi, le corps de chasse qui transforme aussi toute la forêt en la remplissant jusqu'au bord en un monde sonore et vibrant, sont les images d'un retentissement plus fondamental que Minkowski se propose d'atteindre par l'effort d'une étonnante réduction, dans le chapitre intitulé « Le retentissement », dont nous restituons ici le mouvement global. Réduction suivante. Le retentissement est pour nous un phénomène propre au monde sonore. Il est même pour nous le mode d'être de l'auditif en son sens le plus général. Retranchons, si l'on peut, l'ensemble des éléments qui appartiennent à ce monde matériel et palpable, dans lequel nous entendons les sons. Et voyons si le phénomène du retentissement disparaît avec eux. Nous ne supposons plus aucun son, plus aucun corps capable de résonner, ni même aucun espace où réfléchir les ondes sonores. Sans doute n'entendrions-nous plus rien, nos oreilles seraient aussi sourdes ici que nos yeux seraient aveugles dans une totale obscurité. Mais devrions-nous conclure de l'écartement de ce monde sonore à l'absence de toute vie, nous dit Minkowski. De deux choses l'une. Ou bien le retentissement appartient en propre au monde sonore, et le suspendre reviendra nécessairement à supprimer tout ce qu'il y a de vivant devant nous, ou bien le retentissement est plus originaire que le monde sonore qui en réalise seulement certaines modalités, qui n'en est qu'une forme, parmi d'autres, et la vie doit subsister lorsqu'est suspendu ce monde tout matériel. C'est cette dernière voie que devait encourager une réduction minkowskienne aussi minimale que suggestive, en voyant le monde s'animer, je cite, et se remplir, en dehors de tout instrument, en dehors de toute propriété physique, d'ondes pénétrantes et profondes, qui, pour ne pas être sonores au sens sensoriel du mot, n'en seront pas moins harmonieuses, résonantes, mélodiques, susceptibles de déterminer toute la tonalité de la vie. Fin de citation. Le langage ne pouvait sans doute pas se passer en ce cas, vous le comprenez certainement, de certains paradoxes et expressions, puisque les ondes qui remplissent la vie étaient sonores et silencieuses en même temps, écrit Minkowski, et que la vie vibrera à l'unisson avec. La réduction du monde sonore ne réduit pas le langage qui le laisse intact et comme irréductible. C'est que dans notre langage, la métaphore n'est pas placée au bon endroit, ou plus exactement qu'elle ne sait plus de quelle réalité partir, puisqu'au lieu de faire dériver, comme le voudrait le sens commun, la vie du monde sonore qui retentit, elle fait retentir la vie pour ensuite faire retentir le monde sonore, puisque le retentissement est plus fondamental du point de vue de la vie que du monde sonore, que du point de vue du monde. Les paradoxes devront s'estomper lorsque nous verrons tenir la cohérence de l'exposé psychopathologique dans le caractère fondamentalement retentissant des phénomènes de syntonie, ce qu'on appelle phénomènes de syntonie par lesquels on se lie au monde, lorsque confondu avec l'affection d'autrui, le mouvement qui me portait hors de moi me remplit de ces ondes graves, écrit Minkowski, aussi bien l'ambiance que mon propre moi, qui tous deux communient en lui, et en se confondant ainsi en un tout, forment comme un monde fermé, qui se trouve en lui-même, en lui-même sa raison d'être. Fin de citation. Le retentissement ne pourrait se déployer dans un univers impossible à remplir, dans un univers que rien ne borde. Il s'épanouit plutôt, dit Minkowski, dans une sorte de microcosme. Le retentissement s'épanouit dans un microcosme. La clôture est effectivement la condition indépassable de l'ouverture la plus poussée, de la solidarité la plus faible, puisque c'est encore la force immanente propre à l'harmonie qui entoure la positivité non métaphorique du concept de retentissement pour les phénomènes psychiques que Minkowski a rendu. La sympathie tient de l'harmonie, du concept de retentissement, tient de l'harmonie, de la résonance. En elle, nous pouvons vibrer à l'unisson avec l'ambiance, nous mettre au diapason. Et jamais notre entendement ne pourra tout à fait se déprendre de l'ancrage sonore et même musical de ce que l'on ne pourrait nommer autrement que des métaphores, mais l'identité structurale qui existe entre les phénomènes du synchronisme vécu et le monde des sons les supprimera aussi comme métaphore, pour autant que le retentissement fonde à un même degré les deux termes de cette identité. Il est évident que la précédence matérielle et sonore du retentissement nous fera toujours entendre ce nom comme une image, quand il se trouvera appliqué à la relation des phénomènes psychiques au monde. Mais ce serait ici déjà oublié la réduction minkowskienne que l'on a rappelée tout à l'heure, que de dire cela. L'orientation cosmologique de la sympathie
exige cependant de faire dériver le monde sonore d'un retentissement vital, s'il est vrai que le retentissement n'est qu'un mot, en lui-même incapable de discerner quelques rapports d'originalité. Le monde sonore est par ailleurs un monde qui appartient tout entier au monde auquel se destinent les phénomènes psychiques, au monde qui constitue le fond même de la vie. Le monde sonore appartient ainsi à la vie, en un sens fondamental et peut-être métaphysique, parce qu'il réalise sous la forme d'une épreuve sensible l'union du moi et de son monde. La réduction nous faisait découvrir le retentissement de la vie même dans l'inexpérimentable silence du monde. Elle taisait un monde impossible à taire, et c'est de cette impossibilité-là que doit venir la résistance des métaphores. C'est être au monde que de l'entendre, et l'on dit bien de la surdité qu'elle nous entend. Le sens de l'ouïe est de tous les sens celui qui opère la continuité la plus limpide et la plus irréductible de soi au monde, celui dont la perte et le défaut natif nous enferment littéralement en nous-mêmes, en frappant tout événement visuel d'une singulière et définitive irréalité. Il n'est en effet pas assez de voir les choses et les êtres se mouvoir, de constater leurs mouvements et leurs relations réciproques, parce qu'il n'est pas assez d'assister seulement à un spectacle dont on est dès l'entrée exclu, faute de pouvoir le laisser retentir. Parce qu'un tel spectacle, s'il retentit, ne retentit pas d'un retentissement réel, mais seulement fictif, comme si la surdité nous installait dans un monde contigu au monde réel, et pourtant séparé de lui par une distance infranchissable. De ce point de vue-là, la littérature nous donne certains cas d'analyse assez frappants de cette expérience de la surdité comme coupure à l'égard. Dans le très célèbre roman de Hugo, Notre-Dame de Paris, vous savez que Quasimodo est atteint d'une surdité acquise. La seule porte, dit Hugo à l'endroit de Quasimodo, la seule porte que la nature lui eût laissée toute grande ouverte, s'était brusquement fermée à jamais. Le sourd est à la porte d'un monde qu'il ne peut jamais rejoindre parce que rien n'entre en lui et que le sonore est l'essence même de la pénétration. Ses yeux ne voient que des tableaux mouvants manifestant tout à distance. Le monde n'est pour lui qu'un ensemble de cadres cernés par un champ visuel, dépossédé de lui-même, et qu'anime dans un perpétuel sentiment d'échec, un désir même élémentaire de fusion. Avec la disparition de la sonorité du monde, c'est le monde qui disparaît aussi dans l'avènement d'une intériorité exclusive et séparable. Aussi diverse et qualifiée qu'elle soit, la vue ne peut donc échapper à l'écueil des perspectives de surplomb et des attitudes de détachement, qu'en s'alliant alors. C'est avec le sens de l'ouïe que notre vue prolonge le monde, c'est avec lui qu'elle n'en est pas exclue, et qu'elle ne l'exclut pas non plus en retour, parce que l'exclusion dont souffre toute forme de surdité est autant celle que le sens s'inflige à lui-même en son propre nom, et que celle produite par le monde comme monde seul. Le monde est originairement audible, et c'est dans la mesure où il est que nous pouvons vivre. C'est pourquoi les compensations sensibles n'autorisent jamais le sourd à déployer le sens de la vue, comme elles permettent à l'aveugle de développer le sens de l'ouïe. La perte de l'ouïe embarrasse la vision plutôt qu'elle ne la développe. Cette perte nous éloigne, elle nous désintéresse du monde, parce que celui-ci, à proprement parler, ne répond. L'aveugle qui a déserté toute perception visuelle peut se réintégrer au monde avec une force dont les voyants ne jouissent pas à ce degré, et que la cécité doit à un sens qui est originairement celui de la continuité et de l'intégration. La mythologie faisait ainsi de l'aveugle un plus grand voyant que ceux qui voient, un voyant métaphorique sans doute, mais devin sans défaut, si on reprend ce que dit Homère de Tirésias, c'est un devin sans défaut, dont le manque sensible était comme récompensé d'un pouvoir unique et plus que compensatoire. Le fondement auditif de notre intégration au monde est la condition d'une vue pleinement accomplie, c'est-à-dire d'une vue qui ne se place pas devant le monde et comme à la perpendiculaire du champ visuel. Pour reprendre l'expression de René. Je suis compris dans mon champ visuel, mon corps n'y est jamais absent, et la vision ne surplombe pas ce que je vois, mais parce que mon corps est relié auditivement au monde et qu'existe entre eux une continuité auditive et par la visuelle. En me coupant du monde, la surdité isole mon corps de tous les autres corps du monde, et c'est à peine si mon corps continue d'y appartenir, et la vue accompagne le mouvement de cette rupture, elle s'éloigne du spectacle, qu'elle ne cesse pourtant jamais de voir, au moment où mon corps, sans résonance ni retentissement, n'est plus tout à fait une partie. Pour que la vie ne soit pas à distance de ce qu'elle voit, il fallait que mon corps ne soit pas coupé du champ visuel par l'abstraction d'une vue surplombante, mais qu'il constitue plutôt un élément de ce champ. C'est pourquoi le monde extérieur semblait à Quasimodo, toujours dans le même chapitre de Notre-Dame de Paris, le monde extérieur, nous dit Hugo, semblait beaucoup plus loin que nous,
lui qui ne recevait, Quasimodo, des choses, presque aucune perception immédiate. Quasimodo ne recevait des choses, presque aucune perception immédiate. Il est pourtant vrai de dire, avec Jocelyn Benoît, dans son livre « Le bruit du sensible », publié en 2013, il est pourtant vrai de dire avec Jocelyn Benoît que le son a quelque chose d'un surcroît de sensible. Et dans le prolongement de la citation de Lévinas par laquelle je commençais, il est pourtant vrai de dire que le son a quelque chose d'un surcroît de sensible, qu'il est comme le luxe des objets, pouvant permettre, dans certains cas sans doute, de reconnaître la chose, mais sans qu'il ne puisse tout à fait appartenir à son concept. La gratuité même du son à l'égard des choses, pour autant que ces choses se définissent essentiellement dans notre univers logique de voyant, dit Jocelyn Benoît, révèle ainsi à la fois le caractère non phénoménal du son et sa facticité même, en laquelle le sensible se trouve libéré de tout sens. Mais pour être en trop du point de vue de la chose, en ce que les sons nous donnent plus de sensible qu'il n'en faut pour faire sens de la chose, dit toujours Jocelyn Benoît, ils apparaissent aussi nécessaires au déploiement d'une expérience pleinement vitale, qui ne soit plus seulement rapportée à la chose. Ce que nous appelons ici la vue sourde désigne précisément l'irréductibilité de l'expérience à la sensibilité des organes, puisque la vue est à peine une expérience lorsqu'elle est seulement vue. Si nous tenions à produire du lexique, nous dirions que le voir est la continuité originaire de l'ouïe prolongée dans la vue comme expérience, là où la vue seule, presque introuvable lorsqu'elle n'est pas déjà accompagnée des autres sens, ne renverrait qu'à la visée sans profondeur, à la contemplation sans intégration. Il est certain à cet égard que la vue est l'exception dont le voir est la règle, exception que réalise la surdité par défaut, et que peut considérer parfois l'analyse abstraite, à une règle qui définit l'expérience la plus commune et la moins empêchée, que fonde la sonorité. Il manquerait toutefois quelque chose à ces considérations si le fondement auditif et sonore de la continuité vitale ne s'enracinait pas dans notre propre capacité à produire des sons. Autrement dit, dans le fait que nous soyons nous-mêmes dans le monde sonore qui nous entoure. L'idée d'un retentissement comme propriété fondamentale de la vie, chez Minkowski, se justifiait en dernière instance par le caractère de plénitude et de remplissement total dans la vie et l'expression, et que nous expérimentons exemplairement dans le monde sonore et dans le synchronisme vécu. Lorsqu'un son retentit dans un certain espace, il le remplit. L'espace est plein du son qui résonne. Cette plénitude impliquait ainsi une force de pénétration constitutive au son, puisque le son, pour remplir l'espace, le pénètre littéralement comme il pénètre en nous. De cette force pénétrante du son doit suivre ainsi la force proprement unificatrice de la musique, puisqu'une mélodie, nous dit Minkowski, une symphonie, voire même un seul son, surtout quand il est grave et profond, se prolonge en nous, pénètre jusqu'au fond de notre être, résonne, retentisse réellement en nous, comme le fait également un mouvement de sympathie. Fin de citation. Au lieu de nous enfermer donc en nous-mêmes, les sons nous ouvrent à eux, en s'introduisant en nous. Et si l'expérience comme telle est liée à la sonorité du monde, que le voir prolonge la continuité vitale de nous, les sons nous ouvrent aussi à quelque chose de plus fondamental. Il s'agit donc d'un mouvement exactement inverse à celui d'une intériorisation, puisque le dehors n'entre pas en nous pour y rester, comme si le mouvement n'avait qu'un souffle, qu'un versant, mais pour nous unir au contraire à lui. Si la pénétration des sons relève d'un mouvement de sympathie, c'est en un sens bien précis, puisque la sympathie renverra ici à un mouvement qui, parti du dehors, s'est dirigé vers nous pour se refléter à nouveau au dehors. La pénétration en laquelle se résout la sympathie exige toutefois bien plus que la spécificité d'un sens de l'ouïe, qui semble se fondre dans son sensiblement. La pénétration des sons en nous n'est ni seulement le fait de l'intrusion essentielle du sonore, ni celui de la fusion du sens avec l'objet qui l'éveille, mais l'un des pôles d'une dualité inséparable qui constitue l'expérience à proprement parler, et donc je voudrais ici tenter de décrire quelques formes pour terminer. Au sein de cette dualité vitale, effectivement, la pénétration répond à la sonorité du corps propre, par laquelle le monde, en sa sonorité fondamentale, se trouve prolongé par une force de sonorisation subjective, quoique structurellement intégrée. Si les couleurs et les formes visuelles ne pénètrent pas autant en nous que les sons, c'est que nous ne pouvons pas produire intérieurement les couleurs que nous voyons, là où nous sommes toutefois capables de produire les sons que nous entendons. Non seulement de les reproduire, ce qui est une partie irréductible de l'apprentissage du langage, la parole, mais d'en produire tout simplement, à l'infini et selon des agencements imprévisibles et inépuisables. Que je chante ou que je parle, je me fais corps sonore, et les sons que je produis pénètrent à l'intérieur d'autrui,
avec la même force que les siens à l'intérieur. C'est d'ailleurs une dimension fondamentale de l'homme, que Plessner, Helmut Plessner, n'avait pas manqué de remarquer dans l'horizon, même fragmentaire, d'une anthropologie de la musique. Plessner, effectivement, vient de la biologie anthropologique de Scheller, donc il y a ce point de vue anthropologique fondé sur une orientation originellement phénoménologique. L'homme n'est pas le seul être à pouvoir produire des sons, mais il est le seul à pouvoir jouer avec eux, en les prolongeant dans le langage et la musique. Alors, je me fonde ici sur un texte qui s'appelle tout simplement Sur l'anthropologie de la musique, qui a été traduit de l'allemand par Patrick Lang, dans les Annales de phénoménologie, dans le numéro 14, en 2015. Vous référez à cet article. C'est que cette productivité, effectivement, c'est que donc l'homme n'est pas le seul à pouvoir produire des sons, mais il est le seul à pouvoir jouer avec eux, en les prolongeant dans le langage et la musique. C'est que cette productivité sonore désigne un rapport fondamental qui, depuis l'intérieur le plus profond, se déploie au dehors en réduisant l'étrangeté même du monde. Le cri inarticulé, nous dit Plessner, les phénomènes articulés ou des sons formés accomplissent la décharge motrice d'une tension intérieure dont l'individu se sert pour briser, je cite encore Plessner, la strate par laquelle il se sent délimité et séparé d'un monde extérieur qui lui est étrange. Fin de citation. Le son produit est la décharge d'une tension intérieure plus ou moins forte, plus ou moins nécessaire même, mais qui nous rapproche de la sonorité du monde, qui nous intègre à elle. La production sonore a donc son ambivalence propre, non seulement parce qu'elle s'origine dans un intérieur et qu'elle se répand au dehors, mais surtout parce que ce son sorti de l'intérieur nous revient de l'extérieur comme son, à la fois comme l'élément d'un monde commun et communicable, et comme forme propre, comme expression de soi. C'est ce qui donne ainsi à la voix cette prérogative de profondeur et de centralité, dit Plessner, dont le fondement est à trouver dans une certaine disposition des corps. La voix, en effet, la voix est production, et comme telle, elle requiert du corps un engagement total, parcourant les régions abdominales, écrit Plessner, et thoraciques, ainsi que la tête, c'est-à-dire l'entière latitude de la respiration. La manière dont nous nous sonorisons est donc aussi la façon dont notre corps vit, puisque la voix est solidaire d'une respiration fondamentalement vitale. Nous disons bien étouffé lorsque nous assistons à une scène qui nous répugne, ou que nous participons à un événement humainement intenable, dont la tension affective et nerveuse ne peut être soulagée qu'en se prolongeant dans un cri d'angoisse ou dans une irritation profonde. La voix nous libère par les canaux qui sont ceux-là même de la vie qui respire, d'une charge intérieure trop lourde, mais sans que le mouvement ne soit jamais univoque, de l'intérieur vers l'extérieur ou possible. Comme pour le mouvement fondamental de la sympathie, la voix est une percée qui n'est ni seulement l'extension d'un intérieur, dit Plessner, originairement propre vers l'extérieur, ni le rapport inverse, mais bien une liaison de ces deux directions. La voix profite ici d'une situation intermédiaire entre la position d'éloignement des données optiques et la position de proximité des données tactiles, dans la mesure où les données acoustiques possèdent une proximité éloignée. Dit Plessner. Les données acoustiques possèdent une proximité éloignée, qui s'oppose donc à la fois à l'éloignement des données optiques et la position de proximité des données tactiles. Cette propriété est ici requalifiée par l'horizon corporel qu'elle permet d'expliciter. C'est parce que nous avons un corps capable de produire des sons que les données acoustiques sont à la fois proches et lointaines, puisqu'elles se projettent au dehors, dans la mesure où elles viennent aussi de notre intérieur, et que cette origine interne est destinée à se répandre au dehors. Les doubles sensations du toucher font exister le corps propre entre le statut d'objet et celui d'état, dit Plessner, et produisent cette situation remarquable, en vertu de laquelle je suis à la fois possesseur de mon corps et possédé par lui, sans distance et comme attaché à lui. C'est seulement, et Plessner, en tant que corps propre sonore, live, corps propre sonore, tenender live, qu'il donne à son possesseur la distance, à la fois à l'intérieur de ce rapport et à l'égard de lui, que requiert le concept de mon corps propre. Fini. On atteint donc l'extériorité du corps propre depuis l'intériorité paradoxale de la voix, qui seule peut projeter au dehors des sons qui sont autant les miens que ceux du monde sonore, qui appartiennent au même degré à mon intérieur et à l'extérieur. Et c'est ainsi que mon corps s'extériorise en produisant depuis l'intérieur des voies respiratoires des sons qui ne sont plus seulement en moi, puisque je les produis, mais dans le monde. Il n'est pas étonnant de voir ainsi Lucrèce honorer les oiseaux de la possession d'une voix, dans la mythologie de la naissance de la voix et du chant, parce que le monde sonore
qui est le monde même dont on fait l'expérience, s'adresse à notre corps. Et l'imitation que les hommes produisent avec la bouche constitue une authentique réponse. Dès l'origine, la voix qui chante est accordée à un monde qui le lui permet et qui sait l'unité de l'homme avec la nature. De l'imitation des chants d'oiseaux à la fabrication des premiers instruments, au contact du vent, Lucrèce, dans le Rerum Natura, achève son récit originaire par l'expression des 12 plaintes du chalumeau, inventées dans des lieux solitaires des bergers en leur divin loisir, notamment dans un locus amoenus, qui est précisément propre à célébrer l'union des hommes et de la nature. Dans l'idylle grecque, par exemple de Théocrite, Tircis, à la voix douce, en invoquant les muses, en appelle aussi à tous les vivants, bêtes comme hommes. Dans la bucolique virgilienne, dans les bucoliques de Virgile, l'absence d'un être cher suscite en retour un chant qui nous unit d'autant plus à la nature qu'il est littéralement appelé par cette nature. Tite dire, je cite la bucolique de Virgile, toi que les sources, les pins, les plantes réclamaient, un gros canon, comme si la nature réclamait un chant justement de l'homme. Du monde hors de soi à notre champ, il y a continuité. Et cette continuité est actée par la sonorité même du monde, qui répond à l'appel d'une voix humaine qui l'appelle. La plus grande séparation que doit éprouver le sourd est donc celle qui consiste à ne pas pouvoir entendre sa propre voix autrement que comme sienne, puisque l'extériorité propre à toute voix lui fait défaut, comme lui fait défaut l'extériorité. Le monde sourd est un monde qui voit et qui touche, qui sent et qui goûte, mais c'est un monde intérieur, un monde dont l'extériorité a été frustrée en son principe, puisque tous les autres sens se frottent d'ordinaire à la sonorité du monde. Je projette sur les surfaces que je touche le son qu'elles produiraient si je les frappais. J'apprécie les aliments avec la manière aussi qu'ils ont de résonner dans mon palais. De la même manière que je vois les formes et les mouvements avec la sonorité. C'est pourquoi la littérature pourrait finalement nous aider à comprendre en quel sens, pour l'aveugle, la voix peut avoir force de mots. Il y a ici un bonheur d'entendre, je dirais terminer sur la symphonie pastorale en Régine, qui met précisément en scène l'éducation d'une jeune aveugle par le moyen notamment des sons. Il y a ici un bonheur d'entendre qui est bien plus qu'une joie de compensation et qui est peut-être ce qui autorise l'aveugle à atteindre le monde qu'il ne voit pas. Lorsque le pasteur de la symphonie pastorale de Gide recueille la jeune Gertrude, il la prend des mains d'une tante frappée de surdité qui ne lui parlait jamais, pour l'ouvrir au monde au moyen d'une éducation que l'on dira véritablement solennelle. Le monde s'ouvrira peu à peu à la jeune fille, d'abord par l'apprentissage du langage. Le docteur Martins, auquel on la confie, conseille au pasteur de lier en faisceau, je cite Gide, de lier en faisceau quelques sensations tactiles et gustatives et d'y attacher à la manière d'une étiquette un son, un mot. Mais la possession de ces sons-là, si elle permettait d'ouvrir ce que le mutisme de la tante avait fermé, laissait encore entrer trop peu de monde en Gertrude. C'est à la fois que le langage n'est pas réductible au son et que le son n'est qu'une partie, qu'il n'est qu'en partie, ne suffit pas à rejoindre le monde. La musique devait acquérir ainsi un rôle privilégié dans l'acquisition du monde pour la jeune ado. Mais la musique n'ouvrait pas non plus à n'importe quelle dimension de ce monde, et certainement pas aux couleurs. Quel son suffira en effet à manifester les couleurs? Le pasteur avait en effet conscience, et bien conscience, de la précarité des comparaisons aux hommes. Si certaines couleurs peuvent être suggérées par différentes sonorités instrumentales, produisant même dans l'esprit de Gertrude une sorte de ravissement intérieur, les couleurs extrêmes qui ne sont aucune couleur, doivent échouer à se prolonger dans les sons. On dira que le blanc est la limite aiguë où tous les sons se confondent, comme le noir en est la limite sombre, mais les bois, les cuivres et les violons restent distincts les uns des autres, dans le plus grave aussi bien que dans le plus aigu. Si le blanc doit être quelque chose de tout pur, dit Gide, quelque chose où il n'y a plus aucune couleur, mais seulement de la lumière, c'est la lumière qui fait ici précisément défaut, et le noir n'est obscurité totale que pour celui qui. Nous ne pouvons donc espérer atteindre le monde des couleurs par le monde des sons, tant ils se distinguent en leur expérience sensible. J'expérimentais, dit le pasteur, dans le pastoral, j'expérimentais sans cesse, à travers elle, combien le monde visuel diffère du monde des sons, et à quel point toute comparaison que l'on cherche à tirer de l'un pour l'autre est voitue. L'éducation de Gertrude nous apprend ainsi que le monde n'est pas réductible au monde visuel. C'est un lieu commun de la littérature sur la cécité que de célébrer le bonheur paradoxal de la veuve. Chacune de ces emmurées, dit Gide, était heureuse. Et sitôt qu'il leur fut donné de s'exprimer, ce fut pour raconter leur bonheur. Sans doute s'agit-il d'un bonheur que travaille une grande privation. Et c'est un bonheur qui est aussi lié à la force d'enveloppement du son. Le pouvoir propre au son est celui d'échapper précisément à la frontalité relative du visuel,
il ne serait pas juste, alors, effectivement, de dire que le monde visuel est exactement devant soi, parce que j'y suis toujours aussi intégré et qu'il y aurait de l'intellectualisme à vouloir me poser devant un objet. Mais il n'en reste pas moins que le champ visuel me fait face, qu'il est solidaire d'une certaine orientation de mon corps propre, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de voir ce qui se trouve derrière soi que de se retourner. Il faudrait donc dire avec Pessner que le son échappe au vis-à-vis qui régit ma relation au visuel, de la même manière qu'il se soustrait à l'issue du texte. La proximité éloignée du son le fait exister partout. Il n'est ni face à nous, ni derrière nous. Il est spacieux, je cite Pessner, il est spacieux, englobant, remplissant, partout et nulle part. Citation dans la traduction de l'article. C'est qu'à la différence de la qualité plane d'une ode optique, donnée en extension, Pessner se réfère ici aux travaux de Stumpf, le son se répand comme une qualité volumineuse. La voluminosité est à la fois caractérisée par la spatialité et par sa capacité d'expansion. Par leur spatialité, les sons ont des positions déterminées dans l'espace phénoménal, donnant à chacun d'eux une valeur de position déterminée en haut ou en bas. Par leur capacité d'expansion, les sons sont liés à un mouvement qui est soumis notamment à une certaine temporalité. Dans l'article d'Anthropologie de la musique de 1951, qui a repris dans le journal d'esthétique et de sciences générales de l'art en 1951, la voluminosité des sons répond de la voluminosité du corps propre. Les sons enveloppent un corps qui peut être lui-même enveloppé et qui doit pour cela posséder à son tour une certaine voluminosité. Je cite l'article de Pessner, la voluminosité du son convient à la voluminosité du corps propre, de notre corps propre et de notre existence corporelle. Les sons exercent ainsi une influence sur le maintien et le mouvement du corps propre en raison d'une voluminosité commune. Par la voluminosité, le son trouve dans le corps propre un corps de résonance, comme si la capacité du son à se répandre en imprégnant l'espace possédait dans le corps propre sa destination la plus familière et la plus adéquate. La relation de convenance qui lie la voluminosité du son à celle du corps propre est bien celle sur laquelle doit reposer en dernière instance la force d'ouverture que possède le domaine du son. Le bonheur de l'aveugle que Gertrude confondait avec le bonheur d'entendre réside ainsi dans la puissance d'enveloppement du son qui nous attache de la manière la plus intime à l'extériorité même. C'est pourquoi le pasteur, de la symphonie pastorale, du roman de Gilles, c'est pourquoi le pasteur pouvait espérer que de la musique, qu'elle manifestât littéralement le monde. L'horizon apparemment mimétique de la symphonie pastorale de Beethoven, parce que le titre du roman reprend le sous-titre de la 6e symphonie de Beethoven, l'horizon apparemment mimétique de la symphonie pastorale n'y était pas pour rien. En effet, un orage et une tempête s'y produisent après plusieurs scènes pittoresques que Beethoven indique littéralement au seuil de chaque mouvement. Je cite le sous-titre que Beethoven donne à ces mouvements symphoniques. Éveille impressions agréables et gaies en arrivant à la campagne, scène au bord du ruisseau, joyeuse assemblée de paysans. Gertrude prit à l'audition de la symphonie de Beethoven un immense plaisir, nous dit Gilles, qui s'était prolongé même dans l'extase. Cette symphonie, le pasteur l'avait choisie à dessein, car je cite, il n'est, on le comprend aisément, pas une œuvre que je puisse davantage souhaiter de lui faire entendre. Il ne s'agissait pas de lui faire entendre de la musique, ni même seulement de la belle musique, puisqu'à cette fin, bien d'autres pièces auraient convenu au même niveau. Il s'agissait plutôt de lui manifester la nature, non pas de la lui faire entendre, elle en était déjà capable, la jeune Gertrude était déjà capable, ni même véritablement de la lui faire voir, les sons venaient d'échouer à distinguer les couleurs, ni même donc, de la lui faire voir, mais de lui donner plutôt, dans le monde des sons, l'équivalent sonore de la beauté visuelle du monde. Est-ce que vraiment, ce que vous voyez, dit la jeune Gertrude, est aussi beau que cela? Aussi beau que cette scène au bord du ruisseau, sous-titre de la symphonie de Beethoven. Pas des mouvements de la symphonie de Beethoven. Ce n'est donc pas simplement qu'elle désire savoir si la nature est aussi belle que la musique qu'elle vient d'entendre, s'il y a correspondance et même fidélité de cet art des sons aux formes naturelles. Elle se demande plus profondément si la fusion unique que l'exécution de la symphonie lui a fait ressentir, sous la forme d'une extase, est aussi celle que l'on éprouve à la vue d'un paysage. On dit s'il y a commensurabilité entre l'expérience visuelle du monde et son expérience sonore. Le sous-titre de la symphonie pastorale, Souvenir de la vie de la campagne, était d'ailleurs significativement suivi chez Beethoven d'une précision, notée par le compositeur lui-même, davantage expression du sentiment que peinture. La question de Gertrude interrogeait en fait le degré d'ouverture dont les sens sont susceptibles et le type d'expérience qu'il suppose plus encore que le contenu qu'il manifeste. Pour être fondamentalement sonore, la musique interrogeait en fait le degré d'ouverture dont les sens sont susceptibles et le type d'expérience qu'il suppose plus encore que le contenu qu'il manifeste. Pour être fondamentalement sonore,
la musique nous soumette à une expérience de fusion que le monde lui-même, en sa visibilité, ne saurait offrir, comme si la joie de la jeune aveugle était une joie liée à l'ouverture que la musique permet, non seulement de symboliser, mais surtout d'éprouver. Il y a dans le sonore, et particulièrement dans le sonore musical, une suffisance à soi, venant de ce que la sonorité de notre corps propre est seule capable de faire véritablement retentir le sonore, à partir duquel se noue notre adhérence plus générale à un. La voluminosité du corps propre et des sons est en fait une seule et même voluminosité, puisque le retentissement du monde sonore dans le corps propre est conditionné par la double caractéristique de sa sonorité et de son pouvoir propre de sonorisation. On dira sans doute, pour conclure, qu'il y a entre le monde des sons, entre les sons du monde, le plus souvent dépourvus de hauteur, qui peuvent même se limiter à une sorte de bruit, et les sons dont se sert la musique, une différence de nature, interdisant à la fin de garantir toute espèce de continuité entre la sonorité du monde et la musique. C'est un mérite de la musique concrète que d'avoir su atténuer cette distance, sans l'avoir pourtant tout à fait abolie, et jusque dans le besoin de son objectif. Sans doute, cette distance est-elle solidaire d'ailleurs d'une double histoire de la musique, dont l'une, celle des bruits ou de la place que la pratique lui fait, serait comme le repoussoir de l'autre, celle des sons et la théorie. La distance n'en est toutefois pas une à nous placer au niveau plus fondamental de notre intégration auditive au monde, qui participe à la fois de la constitution de notre expérience vitale et de la nature de notre corps propre. On a vu quel rapport d'indissociabilité la sonorité du monde tissait avec la puissance sonorisante de notre corps propre, et cela réciproquement. La voix possédait dans cela une fonction d'extériorisation exacerbée, puisqu'elle intégrait notre corps propre dans l'élément d'une sonorité commune, assumant jusqu'à un certain point la distinction que portait la double histoire de la musique. De la même manière que la sonorité du monde rassemble à la fois les bruits du sensible et la musique que nous produisons, la voix s'établit du cri au chant et contient en elle-même l'équivocité fondamentale de la sonorité. C'est pourquoi la distance du bruit au son est toujours déjà assumée par le corps propre et comme reflétée en lui, pour donner à la sonorité du monde la part qui lui revient, non seulement dans la description phénoménologique de notre expérience, mais de notre intégration. Merci pour Merci infiniment, Quentin, pour cet exposé extrêmement riche et très passionnant sur la sonorité du monde. Sans plus tarder, je passe la parole à Patrick Lang, qui a des contraintes horaires, donc je ne m'étends pas et je lui cède la parole immédiatement. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Bon, je suis très heureux de participer à cette séance. Je remercie les organisateurs, je vous remercie de m'avoir invité et je suis heureux aussi de faire la connaissance un peu à distance, à vrai dire, de Quentin Gaillac. Je ne le vois qu'au fond de l'amphi, tout au fond, en bas. Mais j'avais déjà repéré vos travaux un petit peu en essayant de me tenir au courant de ce qui se fait dans le domaine de la philosophie de la musique. Et je vois bien que vous êtes une figure très prometteuse dans ce domaine. Donc, en effet, votre exposé est extrêmement riche et j'y ai appris d'ailleurs beaucoup de choses. Je n'étais absolument pas familier des écrits de Minkowski avec cette notion de retentissement. Et puis, vous avez attiré mon attention sur le roman de Gide, La symphonie pastorale, que je ne connais pas non plus. Je propose de lire suite à votre impulsion. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, mon rôle, c'est de lancer la discussion, au fond. Je voudrais développer une question qui est celle de la médiation possible entre les trois parties de votre exposé. Vous avez consacré une partie à l'harmonie du monde par les proportions et les nombres, et puis une partie donc au retentissement, et enfin la dernière partie à la sonorité comme enveloppement du corps propre sonore, disons, pour aller vite. Alors, il se trouve que Plessner, que vous avez lu, et ça aussi je m'en réjouis parce que c'est un auteur qui est pour l'instant encore beaucoup trop peu connu en France, et puis donc je me réjouis que la traduction de l'anthropologie de la musique trouve un lecteur aussi averti. Plessner recense 4 propriétés principales modales de ce qu'il appelle le mode ou la modalité acoustique de notre sensibilité.
deux premières, c'est-à-dire ce qu'il appelle la productibilité du son, le fait que nous sommes capables de produire des sons et non, nous ne sommes pas capables de produire corporellement des couleurs. La proximité éloignée, hein, le son n'est ni complètement là-bas, ni non plus complètement ici, il est les deux à la fois ou aucun des deux. Vous n'avez que en partie rendu compte de la troisième propriété, qui est la valeur d'impulsion, et puis pas du tout de la quatrième. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a peut-être, en tout cas, un prolongement intéressant qui est à creuser. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez déjà fait de votre exposé d'aujourd'hui. Donc, je voudrais insister sur la dernière des quatre, parce qu'il me semble que, en un certain sens, elle est un complément indispensable à votre présentation. Donc, je fais l'économie des compléments qu'on pourrait apporter sur la troisième propriété, sur le fait que le son a une valeur d'impulsion, c'est-à-dire qu'il a une dimension motrice sur le corps propre, une influence motrice sur le corps propre. Et je vais directement, pour ne pas prendre trop de temps, à la quatrième propriété du mode acoustique, à savoir que le sonore, selon Plessner, s'articule en intervalles, c'est-à-dire dans un ordre qualitatif où chaque son individuel a une solidité, une stabilité, et aussi des rapports déterminés avec tous les autres sons. Et puis, dans cet ordre intervient en outre le phénomène de la ressemblance d'octaves. Alors, non seulement la couleur ne peut pas faire un certain nombre de choses que le son peut faire, vous avez commencé à en parler un petit peu, mais la couleur, justement, elle manque aussi de cette propriété-là, c'est-à-dire la couleur ne s'articule pas en intervalle, et il n'y a pas de rapport déterminé entre les différentes couleurs. Et peut-être la principale différence, je ne parle pas là forcément d'une différence que la physique nous enseignerait, mais c'est une différence proprement phénoménale, c'est que dans la couleur, nous n'avons pas le vécu de l'octave. Certes, les sciences empiriques, la physique peut expliquer cela, à savoir par le fait que entre la longueur d'onde minimale qui indique alors il ne faut pas que je me trompe, c'est la fréquence maximale qui correspond à la longueur d'onde minimale. Donc je vais commencer par l'autre côté, excusez-moi. Entre la longueur d'onde maximale et la fréquence minimale qui indique le passage de l'infrarouge au rouge visible, d'une part, et d'autre part, la longueur d'onde minimale et la fréquence maximale qui indique la limite entre le violet visible et l'ultraviolet, donc ce sont les deux limites du spectre de la lumière visible, eh bien, entre ces deux seuils, il n'y a pas le rapport du simple au double. Le simple au double de la vibration, c'est ce qui correspond au vécu d'octave. Et donc, dans l'ouïe, nous avons ce vécu d'octave, non pas seulement une fois, mais nous l'avons une dizaine, une douzaine de fois, entre le son le plus grave que nous pouvons percevoir, disons environ 16 Hertz, 16 vibrations à la seconde, et puis les sons les plus aigus que nous pouvons percevoir, 20 000 Hertz, eh bien, il y a un nombre d'octaves considérable. Mais comme cette propriété n'existe pas dans les données optiques, dans la modalité optique de notre sensibilité, eh bien, il en résulte un grand nombre de différences. Alors, vous voyez pourquoi j'insiste sur cette notion d'intervalle, parce qu'elle pourrait faire le lien entre les nombres d'Augustin et les propriétés du sonore telles qu'elles sont perçues dans et par le corps propre, et les interactions entre le sonore et le corps propre, comme vous l'avez exploré vous-même. Alors, Plessner, je trouve que lui-même ne fait pas assez état de cette propriété qu'il mentionne, hein, mais dans son article, ça reste un tout petit peu moins développé que le reste. Il faudrait que nous reprenions ici la série des harmoniques naturelles d'un son. Vous savez qu'une corde fixée entre deux points,
si je la mets en vibration, elle ne vibre pas seulement dans sa longueur intégrale, mais elle se subdivise en moitié, en tiers, en quart, en cinquième, en sixième, en septième, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, et que chacune de ces parties vibre en plus de l'intégralité de la corde simultanément, ce qui fait que, outre le son fondamental qui donne la hauteur identifiable au phénomène global, nous entendons aussi à l'intérieur de ce phénomène l'octave, au-dessus de cette octave la quinte, la deuxième octave, la tierce majeure, encore une fois la quinte, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui donne son timbre au son, c'est-à-dire la proportion relative de ces différents sons harmoniques. Mais tout cela veut dire que dans un seul son, que ce soit une corde ou que ce soit une colonne d'air ou que ce soit une plaque métallique que je mets en vibration, dans un seul son, en réalité, il y a une multiplicité de phénomènes qui sont en quelque sorte fédérés, unifiés. Un seul son présente déjà une structure spatio-temporelle, une structure spatio-temporelle minimale. Et alors, il y a cette idée qui me semble tout à fait fondamentale pour toute compréhension de la musique. Alors, je sais bien que ce n'est pas de la musique que vous avez parlé, mais j'y reviendrai dans un instant encore. Idée fondamentale pour toute réflexion sur la musique, l'idée d'un isomorphisme, en tout cas, peut-être d'une correspondance de structure entre, d'une part, la structure spatio-temporelle d'un seul son, à l'intérieur d'un seul son, le phénomène fondamental, et la série des harmoniques qui se déploie dans un temps certes très infinitésimal, mais néanmoins non nul, et la structure de nos affects. Cette idée, que je ne peux pas développer aujourd'hui, elle a été développée par exemple par Ernest Ansermet, le chef d'orchestre suisse, dans son immense étude sur les fondements de la musique dans la conscience humaine. Je ne dis pas que l'analyse d'Ansermet est satisfaisante et que c'est le dernier mot en la matière, mais en tout cas, il a le mérite, à mes yeux, tout à fait primordial d'avoir thématisé cette correspondance. En tout cas, ce que cette structure spatio-temporelle des sons et la correspondance qu'elle peut avoir dans notre monde affectif, ce qu'elle rend possible, ce sont des notions comme celle de parenté entre les sons, notion de parenté, d'éloignement, de contraste, de tension, la constitution de l'espace musical qui en résulte, qui n'est ni l'espace naturel, ni l'espace sonore. Sur tout cela, il faudrait dire beaucoup de choses. C'est peut-être plutôt un espace énergétique. Par exemple, cet espace dans lequel nous disons « Ah, cette phrase, vous l'avez laissée, quand quelqu'un joue, vous l'avez laissée retomber trop vite. » Ou ici, la tension est montée trop brutalement. C'est de cet espace énergétique et vécu que je parle. Il est d'une complexité tout à fait redoutable et il faudrait l'analyser en détail. Et puis de la même manière, il y a la constitution d'une temporalité musicale qui n'est pas la temporalité physique, ni non plus la temporalité psychique. Alors je termine. Vous dites, la distinction entre son et bruit n'entre pas en compte au niveau fondamental de notre intégration auditive dans le monde. J'entends bien, je comprends exactement ce que vous voulez dire. Mais la question que je vous pose serait celle-ci. Ne sont-ce pas les intervalles qui rendent possible l'orientation dans le sonore, analogue par là à une orientation dans le monde, pour pasticher le titre que Jaspers a donné au premier tome de sa philosophie de 1932. Et il y a là une question annexe ou subalterne, si je puis dire, qui est celle de l'importance de la musique pour l'apprentissage des émotions. Je me réfère par exemple à l'ouvrage de Sandrine Darcel, que vous connaissez probablement, de la musique aux émotions. Elle s'appuie essentiellement sur un corpus de philosophie analytique, mais je veux dire par là que la musique peut jouer un rôle capital dans l'éducation sentimentale, pour le dire très très vite. Apprendre à connaître une composition, c'est entrer dans un monde affectif qui n'est pas le nôtre, et c'est nous l'approprier, c'est enrichir notre propre monde par un monde étranger, et ainsi accroître notre compétence émotionnelle en quelque sorte. Et si notre être dans le monde est primordialement affectif, comme le pensait Scheler,
n'est-ce pas la musique qui joue ici un rôle clé? Donc, est-ce que les intervalles ne sont pas finalement la dernière clé de notre Heimat in der Welt, c'est-à-dire le fait que nous soyons chez nous dans le monde et que nous n'en soyons pas séparés? Gide a peut-être vu plus juste qu'il ne le soupçonnait lui-même. Je vous remercie beaucoup pour cette question et tous ces développements qui me donnent déjà beaucoup à penser. Je ne développerai pas le prolongement possible de ces remarques pour mon travail dans l'improvisation, mais je suis en fait tout à fait d'accord. Je ne sais pas trop où vous regardez, parce que soit je regarde à la caméra, soit je regarde ici, je suis un peu embarrassé. Donc peut-être que je regarde ici, parce que là je vous vois à l'écran. Donc je suis tout à fait intéressé par tous ces développements. Effectivement, la quatrième dimension de l'article de Fester, concernant le son des intervalles, elle est évidemment fondamentale. Et alors, je n'ai pas eu le temps de la développer, mais je trouve que dans mon travail de thèse, je la développe plus amplement, et là c'est simplement une partie en fait, de la première partie de mon travail, qui initialement un travail sur la temporalité, évidemment la temporalité du vécu musical. Donc, sur la question de l'isomorphisme, que vous rappelez chez Ansermet, alors elle est effectivement, à mon avis, très, très intéressante et particulièrement utile, notamment pour penser une question qui est assez épineuse concernant la question de la logique de la musique, qui est la question de l'historicité. Parce qu'effectivement, si on comprend l'isomorphisme que vous avez rappelé et ces rapports d'intervalle qui justement pourraient être en lien avec nos affections, il faut aussi expliquer, une fois qu'on pose cet isomorphisme, expliquer quelle détermination historique se mêle justement à cet isomorphisme et en quel sens cet isomorphisme atteint sa positivité, sa pleine positivité, sans réduire cela à une sorte d'explication rapide, générale et simplement structurelle. Donc, en fait, dans mon travail et la manière dont je pourrais prolonger les remarques que vous avez faites à l'instant, ce serait de penser cette question de l'isomorphisme et effectivement du lien qui existe entre les intervalles et ces dimensions du son-là avec l'affectivité qui nous oriente dans le monde, à la question en fait, de sa condition proprement historique. C'est un peu en fait l'objet de mon travail et je crois qu'il y a dans ces remarques-là, enfin, en tout cas pour moi, des choses absolument parfaitement intéressantes. Et c'est aussi l'intérêt, alors vous avez rappelé les limites d'Ansermet, mais c'est aussi l'intérêt de son étude que d'avoir justement abordé la question de l'histoire de front. Alors, quitte à s'être fait d'ailleurs en son temps largement critiqué pour cela, mélanger justement la question de l'approche en tout cas phénoménologique, d'inspiration phénoménologique, avec la question proprement historique et très sérieuse en termes d'Internet. Donc pour moi, c'est effectivement une question qui m'importe, et c'est de cette manière-là que je prolongerai la question. Puisqu'effectivement, l'orientation affective du monde n'est jamais une orientation affective tout simplement. Puisque l'affection, là, et vous parliez de l'éducation, le rôle de l'éducation de la musique dans l'éducation affective, mais précisément cette éducation affective, elle est contemporaine d'une détermination et d'une éducation musicale qui ne peut pas être pensée simplement en termes de structure d'intervalle ou de propriété physique. Donc on en revient finalement à cette question de la causalité morale, la causalité morale de Rousseau, c'est-à-dire qu'on doit dépasser toujours la causalité physique, puisque la causalité physique ne rend pas compte du phénomène musical. On a comme un phénomène vide, un phénomène absent, et c'est en rajoutant une causalité morale, alors, on permet ce vocabulaire
pour parler vite, cette causalité morale, justement, c'est cette détermination socio-culturelle et historique qui nous permet de comprendre pleinement ce lien entre l'affection que nous procure la musique, l'affectivité propre à la musique, et, dans un prolongement qui moi, me tient à cœur, l'orientation que la musique nous permet d'avoir dans le monde, le prolongement mondain, de l'affectivité musicale. Donc voilà, j'espère que c'est clair comment je prolongerai ces remarques qui me sont d'une grande utilité. Je suis vraiment très heureux d'avoir eu le retour d'une personne que je lis aussi, parce que je ne connais pas, mais bon, je connais bien vos travaux, et donc je suis très, très heureux d'avoir eu le temps de ces remarques. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Est-ce que je peux prolonger encore un petit peu? Oui? D'accord. Donc, la raison d'être de ma remarque était celle que, en un sens, les trois voies que vous explorez dans votre exposé, elles sont pour l'instant encore un peu juxtaposées, et comme ça fait un petit peu l'impression que vous abandonnez la première, malgré les transitions que vous faites avec beaucoup de circonspection. Disons que cette idée de l'harmonie entre le monde et l'âme, en quelque sorte, bon, elle est périmée, hein, d'après Léo Spitzer, mais peut-être elle n'est pas si périmée que ça. Alors bien sûr, elle est périmée d'un point de vue purement pythagoricien, c'est-à-dire que ce n'est pas par les nombres que ça va passer. Mais par contre, la phénoménologie, c'est-à-dire la description du vécu, elle pourrait peut-être redonner à cette idée d'une harmonie, enfin d'une correspondance de structure entre le monde, entre le cosmos d'une part et le phénomène physique d'une part, et puis le phénomène psychique et affectif d'autre actualité. C'est au fond la permanence d'un même problème. Oui, oui, absolument. Et, dans ce contexte, personnellement, j'attache beaucoup d'importance à l'idée d'une univocité possible de l'enchaînement des affects dans l'audition musicale ou dans la perception de la musique, pour être au plus près de votre sujet, contrairement à toute la tradition qui pense que l'univocité vient seulement du conceptuel, du sémantique, du verbal, et que dans la musique, tout est toujours ambivalent et équivoque, et que tout est ouvert à interprétation. Je ne le pense pas du tout, mais bien sûr, le temps nous manque aujourd'hui pour approfondir ce point. Mais ce qui est un des intérêts de Plessner, c'est qu'il a mis le doigt un peu là-dessus, la raison d'être de son article, c'est qu'il se pose la question pourquoi, avec des sons seuls, on peut créer du sens? C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il quelque chose comme la musique pure, la musique que le 19e siècle appelait la musique absolue? La musique purement instrumentale, comment se fait-il qu'elle puisse avoir du sens, que nous ayons l'impression parfois de la comprendre, à d'autres moments de ne pas la comprendre, etc. C'est tout à fait prodigieux. Et comme il le signale, hein, dans les années 1920, en Allemagne, il y a eu des cinéastes expressionnistes qui ont essayé de faire la même chose, c'est-à-dire, comme Kandinsky a fait de la peinture non figurative, ils ont essayé de faire des films non figuratifs, des films où s'enchaînent simplement des lignes, des figures, des couleurs, des surfaces, pour qu'il y ait un sens univoque, aussi univoque que celui de la musique. Et Plessner dit ça ne marche pas, à cause des propriétés spécifiques des données optiques, ça ne marche pas. Par contre, ça marche en musique à cause des données spécifiques des qualités, enfin des données sonores. Et c'est quelque chose d'assez fabuleux qu'on puisse avoir un enchaînement tel que ça crée le besoin d'une suite déterminée, et qu'on attende cette suite, et qu'on attende même une fin qui résolve tous les contrastes qui ont été mis en jeu, et qu'on puisse dire à la fin, ça y est, maintenant, j'ai bien senti, j'ai bien vécu, les contrastes sont en effet parvenus à résolution ou à équilibre final. La musique s'est terminée, pas seulement elle s'est arrêtée dans le temps, mais la pièce a été close sur elle-même. Ça, c'est passionnant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Non,
Non, je vous remercie de ces remarques. Non. Bon, merci. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y a peut-être des questions peut-être déjà dans la salle? Ou sinon en ligne? N'hésitez pas à lever la main. Sinon, moi, je peux juste, en attendant que les questions arrivent. Déjà, merci. C'est vraiment magnifique. J'ai appris vraiment beaucoup de choses et c'est un terrain aussi qui est assez peu exploré, je trouve, dans la technologie actuelle. Dès qu'on rentre dedans, j'ai l'impression vraiment qu'on ouvre des champs, des perspectives qui sont immenses. En fait, c'était peut-être plus une remarque qu'une question, mais je traduisais ces jours-ci un article de Thomas Cook, et un de ses concepts fondamentaux, c'est celui de résonance corporelle dans le cadre de l'émotion. Alors, est-ce que le concept de résonance, en fait, l'idée fondamentale, c'est que mon corps va répondre à une valeur positive ou négative, par exemple un danger que je vois, il se met dans un certain état corporel correspondant à l'émotion, et cet état corporel n'est pas une simple unilatéralité de l'orientation, mais il y a une réciprocité, puisqu'une fois que je suis dans l'état de peur, je vais avoir tendance à voir du danger partout, etc. Donc ma perception affective est modifiée à partir du moment où mon corps a pris en quelque sorte ce pli affectif. Alors la question, c'est est-ce que ce type de raisonnement est une simple analogie une heuristique à partir de ces concepts originellement musicaux, ou est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose de beaucoup plus profond, ou d'une certaine manière, un peu comme avec le concept de retentissement, on ne peut penser ce type de phénoménalité qu'à partir d'un vocabulaire musical, parce qu'en fait, le phénomène n'est pas d'abord musical, mais c'est plutôt la musique qui exemplifie ce phénomène, mais on n'en a pas le privilège, en fait. C'est une sorte de question remarque. En fait, là, je suis effectivement tout à fait loin. Merci pour cette remarque. Cet article est évidemment pas lu de la production ou la référence, mais merci beaucoup pour cette remarque. Là, j'aurais presque envie de répondre à la personne. C'est-à-dire qu'il faut accepter le fait que le langage, quelquefois, le langage figuré soit le langage propre. Que, au fond, la meilleure façon de parler, ce soit d'utiliser ce qu'on croit être des images, mais qui sont en réalité le phénomène. Et au fond, la peur ou la frilosité qu'on peut avoir en philosophie, et notamment en phénoménologie, dans les abus qu'on peut faire de certaines méthodes, la peur que l'on a d'utiliser certaines métaphores, d'utiliser un vocabulaire métaphorique pour décrire justement des phénomènes, à mon avis, n'est pas toujours légitime, n'est pas toujours justifié, précisément parce que il y a des images, ce qui paraît être des images, qui sont en réalité, qui nous disent tout simplement le phénomène. Et ce phénomène de résonance, alors moi, cette question du retentissement, effectivement, je l'ai abordé à partir de Minkowski, dans ce chapitre que j'invite chacun à lire, qui s'appelle Le retentissement, qui est assez court, qui est assez fascinant de ce point de vue-là. Ce qu'il nous dit, alors ça va contre le sens commun, ce qu'il nous dit, que le retentissement, au fond, c'est un phénomène fondamentalement vital, dont le monde sonore n'est qu'un dérivé. Oui, effectivement, le son résonne, mais le son résonne parce qu'il y a dans la structure même de la vie un phénomène de retentissement constitutif. Et là, je crois qu'effectivement, on est face à une sorte de nécessité dans l'expression. Ça atteint vraiment notre manière de parler en philosophie. Savoir que le langage figuré, en fait, et le langage propre. Ça revient en fait déjà à des vieilles questions de rhétorique, dans lesquelles on voyait que les figures de rhétorique, quelquefois, étaient la seule manière de parler correctement. Quintilien dit parler d'une personne brute, il n'y a pas d'autre terme que de qualifier cette personne que de l'appeler une personne brute. Même si, effectivement, la brutalité ne
ça ne s'applique pas initialement à la méthode. Donc là, je crois que c'est comme ça que je répondrai. Merci pour cette remarque. On remercie Patrick Lang qui doit... Je dois malheureusement vous quitter, mais j'en profite pour vous redire tout l'intérêt que j'ai pris à cette séance et pour dire à Quentin, bonne chance pour la suite de ses travaux, et puis à vous tous, encore de bonnes séances de séminaire. À bientôt. Merci Patrick, merci beaucoup. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aurélien, j'ai trouvé l'exposé vraiment passionnant, Quentin. Je te remercie. En fait, je pense que ça ne va pas rentrer dans le cadre parce que je pense que faudrait que je discute avec Quentin à propos de Minkowski, avec lequel je travaille aussi. Et ton éclairage sur le retentissement voilà, m'intéresse et crée des ponts dans mes réflexions. Mais voilà, ça ne rentre pas vraiment ici, je pense, dans le cadre et je ne voudrais pas, je voudrais pas parasiter non plus. Surtout qu'il est déjà un peu plus de 17 h. Donc, la prochaine fois, comme je pourrais être à Rouen, je pourrais sans doute voir Quentin. Voilà. On en parlera alors. Ouais. Il y avait des resonances, il y avait un retentissement. Ouais. Encore une fois, est-ce que c'est métaphorique? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut effectivement clore la séance. Effectivement, comme disait Aurélien, il est déjà 17 h passées. Je souhaiterais à nouveau remercier Quentin, remercier Patrick qui est parti, remercier Aurélien, bien sûr, et je vous rappelle à tous donc, que la prochaine séance sera mercredi 2 février, et ce sera Luce Ascarat qui présentera sur possibilité et générativité. Merci à tous. Merci à tout le monde, merci Alexis, merci beaucoup, et merci, à très vite au 2 en février. Salut. Aurélien. Salut, Aurélien.